Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M comme chaque mercredi. Bonsoir à nos invités. Saïd Jaffer, le retour, bonsoir. Bonsoir Sami Larabi. Bonsoir. Bonsoir Hatta Hazam. Bonsoir. Bonsoir Kamel Mansari. Bonsoir. Bonsoir Hassan Qadi. Bonsoir. Alors, la question traditionnelle du début de chaque CPP, chaque mercredi 18h. Quelle est l'image qui vous a marqué cette semaine, Saïd? Vous pouvez dire même 4 images pour 4 semaines absents. Non. Une c'est amplement suffisant. Bon, un article qui est paru aujourd'hui dans le Washington Post qui dit que toutes les nouvelles sur les prétendues agressions sexuelles commises par des Arabes et des réfugiés à Francfort étaient montées de toutes pièces. C'est la police qui le dit. Le Bild, qui est un grand journal allemand, a publié un article et puis l'a retiré, mais le Washington Post quand même a eu le temps de lire le Bild et de raconter l'histoire. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut dire que les histoires d'alternative facts ont commencé depuis bien longtemps, bien avant Trump. Et il faut préciser que les communautés maghrébines particulièrement avaient vraiment souffert de ces informations concernant ces prétendus viols à Francfort, à Cologne, pardon. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Hatta Hazam? Une d'un journal, que je ne dis pas son nom, qui prétend que Marine Le Pen va construire un mur entre l'Algérie et la France à travers la Méditerranée, apparemment. Et c'est 3 journaux qui sont tombés dans le panneau. Oui. Voilà. 4 peut-être, voilà. 4 Algériens? Voilà. On peut mais expliquer il faut simplement préciser que le directeur du journal Hayat, voilà, je l'ai cité, a présenté ses excuses aujourd'hui. Il a donné des détails un peu sur les failles qui existaient au sein de son journal. Il a dit, nous nous sommes trompés. Il a expliqué les failles, il s'est présenté. Récemment, ce journal m'a fait une interview que je n'ai pas donnée, que je me suis Une fausse interview. Eh bien, Kamel Mansari, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est l'image de Netanyahou à Washington dans un bureau en train de comme s'il était chez lui. Donc moi c'est ça ce qui m'a frappé. Une image qui nous renseigne, annonciatrice de ce qui va se passer, et en plus du poids d'Israël en Washington. Une photo prise à quelques heures de sa rencontre aujourd'hui avec le président américain, l'entourage du président américain qui a déclaré aujourd'hui qu'ils ne vont plus exiger la solution à 2 États. Donc ça en dit long sur leur projet concernant le processus de paix. Hassan Radi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Un chiffre. On a reçu cette semaine monsieur Ali Hamani, président de l'association des producteurs algériens de boissons, et j'ai réalisé que le deuxième chiffre d'affaires dans les boissons, ce sont les boissons alcoolisées qui grimpent plus vite que les autres boissons. 90 milliards de dinars de chiffre d'affaires en 2014. Et plus les Algériens consomment de boissons alcoolisées, moins il y a de points de vente. Et il nous a dit, la formule a fait Flores sur Maghreb Émergent, 1 bar de fermé, 3 dépôts clandestins de vente d'ouverts. Voilà. Sami Larabi, qu'est-ce qui vous a marqué, l'image qui vous a marqué cette semaine? C'est l'hommage rendu par des jeunes, des nouveaux camarades de Nabil Djahlin. C'est des jeunes du PST à Béjaïa, Parti Socialiste des Travailleurs à Béjaïa. C'est des jeunes étudiants, tout ça, qui n'ont jamais connu. Mais chaque année, notamment cette année, ils lui ont rendu hommage à la place Saïd Maqbel. Il faut toujours se remémorer, rendre hommage à des icônes, à des anciens militantes notamment de la cause féminine. C'est important de toujours de se rappeler et qu'il y ait des connexions entre les générations. C'est important. Sami Larabi, morte assassinée, il faut peut-être le rappeler. Ah là oui, elle a été assassinée le 15 février 1995 à Tizi Ouzou. Elle était présidente de l'association Tahrir. Moi je l'ai connue les années 80.
Samuel Arabi, je précise que vous êtes journaliste à KBC et au journal spécialisé en emploi Job News Algeria, JNA, et c'est votre premier CPP. Alors, on va commencer par l'actualité qu'on pense être la plus importante de la semaine. C'est toute cette contestation estudiantine qui ne s'arrête pas à Alger, dans plusieurs villes du pays. Elle concerne plusieurs secteurs, la pharmacie, la chirurgie, les beaux-arts, jusqu'à l'arrêt il y a 48 heures. 3 marches ont été empêchées aujourd'hui dans la capitale, des grèves qui touchent 8 instituts au minimum. Est-ce que on peut dire que le gouvernement aujourd'hui a peur de cette révolte? Que se passe-t-il exactement? Le changement peut-il venir des campus aujourd'hui? Oui. Je ne sais pas. Par contre, je ne sais pas si le changement peut venir. Par contre, il y a un vrai ras-le-bol qui s'exprime. Et il y a une multitude de faits, par exemple des gens qui passent en doctorant de manière anormale, sans respecter les normes. Il y a eu plein de faits sur ce qui se passe à l'université qui donnent une image assez dégradée, qui explique ce ras-le-bol qui est en train de monter. Les choses ne fonctionnent pas correctement à l'université. Ça explique que les gens réagissent. Et je dis, ils sont pas en train de réagir politiquement, comme à l'époque l'université qui était un centre de contestation politique, mais sur leur propre terrain. C'est-à-dire des gens qui estiment que des étudiants passent en master alors qu'ils ne le méritent pas. Toutes ces pratiques en fait de népotisme qui créent une colère sourde et qui est en train de s'exprimer. Samuel Arabi. C'est-à-dire, bon, il faut d'abord rappeler, justement, je suis un peu d'accord avec lui, notamment, il faut rappeler, c'est-à-dire les revendications. Premièrement, les acteurs principaux, c'est les gens qui sont en 5e année, en fin de cycle et tout ça. Il y a une crainte par rapport à leur avenir, notamment c'est-à-dire leur statut, de trouver un travail, une perspective dans la vie. C'est normal, à 25 ans, 26 ans, les gens, il y a ce stress permanent, par rapport à leur avenir. Et c'est aussi, on peut dire ça par rapport à l'Institut des Beaux-Arts, soit avec l'Institut Pétrole à Boumerdès, et tout le monde. Mais est-ce que ça va déboucher sur... je rappelle aussi, justement, c'est des revendications pédagogiques qui sont liées aussi à l'emploi, à la promotion, tout ça. Mais ça ne touche pas... c'est des revendications politiques parce qu'ils demandent aussi... certes, de revoir le système d'enseignement, de formation, même de l'emploi, mais c'est pas une remise en cause de l'ordre social. Comme l'a dit Saïd, on n'est pas aussi dans les années 80, où c'est des acteurs, d'abord les acteurs de la mouvance étudiante, du mouvement étudiant, c'était des militants politiques clandestins, soit de gauche le PAGS, tout ça, ou l'extrême gauche, vous avez le GCL, le GCR, l'ORT, tous les groupes clandestins, ou guévaristes, ou maoïstes, je ne sais pas. Mais à l'époque, même les partis s'investissaient dans la construction étudiante. Il y a une coordination, mais on n'est pas dans cette configuration, dans cette condition. Des revendications sociales et professionnelles. Saïd Jafar dit que ces contestataires n'agissent pas sur le terrain politique comme c'était le cas avant. Donc, si c'est vraiment le cas, pourquoi le gouvernement serait-il inquiet aujourd'hui, Yassine? Parce que il s'agit il s'agit des jeunes. Il y a une radicalité qui est liée à la jeunesse. Les jeunes peuvent sortir très vite, marcher dans la rue. Ils sont pas dans l'emploi. On n'a pas de pression, de moyenne pression. Une grève étudiante peut durer plus longtemps qu'une grève ouvrière, parce qu'il y a pas les salaires à la fin du mois. Et il y a une viralité plus forte aussi dans ces milieux-là, parce que ils sont plus présents sur les réseaux sociaux et l'effet d'exemplarité est plus fort. Donc, ça peut créer un élément du décor politique rapidement. Et donc, le gouvernement a intérêt à prendre cela au sérieux. Et je pense que il y a 2-3 indices sur les dernières semaines qui montrent que le gouvernement fait attention. Il y a eu, ça c'est pas les étudiants, c'est les lycéens, mais ça nous dit des choses. Monsieur Sillal qui a demandé à la ministre Madame Nouria Belbrid de changer le calendrier des vacances suite au début de manifestation de lycéens. Et dernièrement, donc le Premier ministre qui a promis d'accueillir les grévistes de la pharmacie et de la chirurgie dentaire. Le problème qui se pose, c'est que, en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi le gouvernement n'arrive toujours pas à contenir cette contestation qui, lorsqu'on arrête un institut, il y en a un autre qui démarre. On peut ajouter les universités
Tlemcen, Batna et Constantine, où il y a des revendications cette fois-ci sur la bourse, donc qui ont le potentiel de fédérer tout le mouvement étudiant à l'échelle du pays. C'est vrai qu'on n'est pas dans la configuration où il y a une intervention politique, encore que on ne sait pas comment c'est organisé. Il y a des syndicats étudiants. Le MSP est présent à travers une organisation, même si le FLN est présent, mais bon, on peut compter sur lui plutôt pour essayer d'éteindre le feu. Il se passe quelque chose. Il faut être attentif. Il se passe vraiment quelque chose. Je dois ajouter que ce n'est pas que les étudiants, les enseignants aussi. C'est-à-dire, il y a une conjonction aujourd'hui à l'université, ou même les enseignants. J'ai lu un communiqué du CNES qui était assez dur à l'encontre du ministre de l'Enseignement supérieur, qui dit qu'il refuse de discuter avec le CNES et qu'ils agitaient très clairement la perspective d'un mouvement de grève dans le corps enseignant. Voilà. Donc ça fait une conjonction, hein? Il faut préciser aussi, pour rebondir, que le ministre de la Culture aussi s'est rendu chez les grévistes de l'école des Beaux-Arts, qui étaient en grève de la faim, pour donc les dissuader de continuer. Kamel Mansari, il se passe vraiment quelque chose dans les campus? Bon, je ne pense pas on peut pas parler de radicalité telle qu'on l'a connue dans les années 80, lorsque l'université n'a pas été simplement un terreau ou bien un réceptacle de la contestation, mais en même temps, elle était une assise de propositions d'idées. Rappelons-nous, 1980, bon, peut-être Ertaï Hassani y avait participé en tant qu'étudiant, je me rappelle, j'étais moi très jeune, je l'ai vu monter au créneau devant ce qu'on appelle Omar Rassim, c'était là où il faisait économie, je crois. Donc, on voyait que c'était un terreau, et c'était un espace de proposition d'idées, de changement, surtout lorsqu'il s'agit de la majorité. Mais aujourd'hui, on est la revendication est limitée aux aspects sociaux, à la revendication directe de l'étudiant qui est la bourse, qui est probablement les moyens de transport, les conditions d'enseignement, le problème du cursus pédagogique, mais jamais, jusqu'à aujourd'hui, on n'entend pas l'idée. Quand on parle de changement, est-ce que le changement viendrait de l'université? Non, c'est pas le moment. Et en plus, le radicalisme connu. Je suis d'accord avec toi. L'université baigne dans le même marasme de dépolitisation générale, parce qu'il y a un vent de dépolitisation. Et en plus, la prise de conscience la prise de conscience n'est pas aussi prononcée qu'elle a été auparavant, parce que, bien évidemment, on revient à la qualité ou bien à la nature de l'étudiant dans les années 80, qui était plutôt versé dans la lutte idéologique, que par rapport à celui d'aujourd'hui, où je crois que la première revendication, elle est plutôt limitée au cursus, au programme pédagogique. Hadda, vous pensez qu'il se passe quelque chose dans les universités qui puisse être sujet d'inquiétude pour le gouvernement? Oui, je pense que c'est lié aux législatives prochaines aussi, parce que au niveau des universités, c'est Tanzim Tullab al-Hur, qui est l'UGEL, qui est le mouvement islamiste, peut-être proche des islamistes. Ça a été toujours proche même à l'époque était proche du fils surtout. Et il a toujours poussé les choses à la veille de chaque législative ou chaque élection pour arracher quelque chose. Je pense aussi que leur mentor, c'est les partis politiques qui les poussent pour gêner un petit peu le gouvernement. Je pense que c'est ça, parce qu'on a vécu ça les années 90, début des années 2000, ça a été toujours comme ça. Samir Arabi. D'abord, il faut corriger un truc. L'UGEL, elle n'est plus sous la chapelle du MSP. Ils ont tout contrôlé. Au contraire, au niveau de la direction, ils sont plutôt proches du RND. Non, il y a eu un changement profond dans les universités, dans les trucs. C'est-à-dire, les islamistes, ceux que je connais ici sont toujours proches de la mouvance islamiste. Je parle au niveau de la direction nationale. On a toujours considéré l'UGEL proche de la mouvance islamiste. Ça a changé. Mais depuis des années, depuis 3, 4, 5 ans à peu près, il y a eu de grandes évolutions. C'est-à-dire qu'ils ont été intégrés, tout ça. Ils sont devenus affairistes comme tout le monde. Oui, ça, affairistes depuis le début. Non. Depuis toujours, ils ont toujours... Étudiants affairistes. Non, ils ont toujours revendiqué les diplômes, tout ça, c'est la contrepartie. Non, au départ, c'était des militants politiques. Au niveau de leur direction, c'était des militants bien formés, parce que quand j'étais étudiant, on avait affaire à eux quand même. Ils étaient très bien formés.
c'est-à-dire les gens tu discutes politique, sur des questions nationales, internationales, ils sont bien au courant de ce qui se passe en Palestine, en Irak, il faut pas les minoriser. Alors, je reviens à un autre truc. C'est-à-dire, quand on dit c'est des revendications socio-pédagogiques, c'est pas dans le sens de les minoriser, mais ça peut aussi être le début de quelque chose. Parce que je me souviens quand on faisait les comités autonomes, c'est vrai, on commençait des trucs, des règles élémentaires. Je demande la fourchette, l'eau, le truc, et je déborde sur... ça devient de la récupération, donc ça c'est autre chose. Attention, donc si on sort d'un cadre, on n'est plus dans la revendication primaire. Il y a une piste intéressante que a lancée Hadda, c'est-à-dire que à l'approche des législatives, je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire c'est l'occasion ou jamais. C'est-à-dire, en 2011, quand le gouvernement a lâché un peu la bride sur les salaires, tout le monde s'est mis à revendiquer sa part. Et donc, aujourd'hui, c'est ça le problème pour le gouvernement, c'est que dans leur tête, si on lâche quelque part, on va avoir un effet de contamination. Tout le monde va se mettre à demander. C'est pour ça que moi, je pense que la réponse va être toujours plus répressive que écoute. Voilà. Donc. On va parler de la réaction du gouvernement. Des marches ont été empêchées, notamment aujourd'hui à Alger. Selon vous, comment est-ce que le gouvernement réagit à cette vague de contestation? Est-ce qu'il va céder pour les uns, en sachant que les autres vont réclamer, ou est-ce qu'il va être répressif et faire preuve de fermeté dans ces dossiers? Alors moi j'ai envie de répondre à Kamal Mansari qui est offusqué, Mansari pardon, qui était offusqué par ce qu'a dit Samuel Larabi en expliquant que la démarche des agitateurs de gauche que nous avons été à l'université, c'est de partir d'une revendication pédagogique de base commune où les gens comme Kamal vont rejoindre parce que c'est quelque chose qui les intéresse, pour montrer que ça ne peut pas se résoudre dans le cadre de l'État bourgeois répressif. C'est-à-dire que l'État ne peut pas répondre, à des revendications minimalistes de ce type. Et il va devenir quoi? Il va devenir répressif. Il va devenir... Le FLN a fait la même chose. Enfin, le mouvement national a essayé de faire la même chose sur la base des élections. Les élections, il va montrer que l'État colonial est manipulateur au sens où il ne va pas reconnaître les résultats. Et donc, on est obligé de déborder ce cadre-là. En fait, ce qui provoque le débordement et ce que tu appelles la manipulation, c'est la réponse des autorités qui va radicaliser le mouvement. Alors, pour répondre à ta question, Khaled, tout dépend de l'intelligence de Monsieur Sellal. Je te laisse deviner la suite. Hadda a déjà répondu à la question lorsqu'elle disait que le Premier ministre ne lui inspirait rien du tout. Alors, est-ce que vous pensez que le gouvernement va continuer dans sa politique de fermeté ou est-ce qu'il va faire marche arrière, au moins jusqu'aux législatives? Je peux pas deviner. Par contre, on a la ligne directrice, c'est de ne pas dépenser. Et une partie des revendications, c'est des demandes de dépenses. Il faut pas être... quand les enseignants bougent, c'est pour augmenter les salaires, c'est pour passer d'une catégorie à une autre dans la fonction publique, c'est de l'argent qu'il faut débourser. Et comme la tendance est soi-disant freinée, la marge n'est pas la même qu'en 2011. Il faut préciser, il faut souligner que la revendication est légitime. Il faut pas oublier ça. Il suffit pas de... Attention, il faudrait l'étudiant gaspille plus qu'il n'en gagne. L'étudiant est en train des 4000 dinars qu'on lui offre chaque 3 mois, c'est des broutilles. Maintenant, il n'y a aucun étudiant qui n'a pas un smartphone, qui n'a pas besoin de communiquer. Nous, on n'avions pas. C'est maintenant, il coûte très cher, même aux parents. Donc maintenant. À mon époque, la bourse c'était 2700 dinars. T'as de la chance, mais on était moins. Par 1200. Alors, imaginez actuellement avec la cherté de la vie, avec la cherté de la vie, l'inflation, un étudiant, ça a été en tout temps. Le gouvernement a toujours essayé par tous les moyens d'aider, faire en sorte à ce que le repas soit gratuit. Mais quel repas? Donc, déjà quand on justifie ça, déjà quand on s'intéresse à cet aspect-là, c'est déjà tout un programme. C'était suffisant pour légitimer, suffisant pour dire que il y a vraiment raison. Sans passer à l'étape de revendication politique ou pas, déjà, c'est suffisant comme revendication et ça nous convainc. Comment expliquer aussi le mutisme des ministres concernés? On a l'impression qu'ils sont beaucoup plus intéressés par leur candidature aux élections législatives que par la gestion de leur secteur, Hadda.
Oui, c'est ça. Parce que je pense qu'ils sont en train de gagner du temps. Peut-être qu'ils attendent que la grève s'arrête d'elle-même. Peut-être les étudiants vont faire marche arrière, malgré que ça a duré plus de 3 mois, c'est ça? Oui. Mais je pense qu'ils cherchent à gagner le temps, le gouvernement surtout, avec, comme vous venez de dire, qu'il s'occupe plutôt des candidatures, de la participation dans le vote prochain. C'est ça, c'est le marasme. La peur du gouvernement, c'est ça, c'est le moqata. Ils sont dans une gestion classique par le pourrissement. La seule chose qui peut changer la donne, c'est des tentatives de sortie dans la rue. Et c'est là où le gouvernement est obligé de montrer son côté répressif. Mais sinon, il s'accommode du fait. Moi, je me souviens toujours de Ben Bouzi d'un moment, quand il était ministre de l'enseignement supérieur. Il l'a été un moment. Il y a eu une grande grève des enseignants. Hein. Il a dit, moi, je peux fermer l'université. Ça le gênait pas du tout que l'université puisse fermer, parce que il considère que son impact sur la vie économique et sociale. Et ça n'a pas gêné Ahmed Talib Ibrahimi, qui aussi a fermé l'université quand il était ministre de l'enseignement supérieur. Donc, juste une dernière chose. Non, l'université. Jamais il n'a été ministre de l'enseignement supérieur. C'est une fausse invention. De l'éducation. Il n'a pas fermé l'université. Donc, il n'a pas fermé l'école aussi. C'est une fausse info. Juste une chose, l'université, quand on essaie d'expliquer prétendre que l'université peut être une carte électorale. L'université ne vote pas. Ça n'a jamais été un réservoir électoral pour quiconque. Peut-être de mobilisation, mais les voix, on les cherche pas dans l'université, on les cherche dans les Algéries profondes. Bien, parfois, on les cherche dans la fraude. Mais jamais dans... Parfois. Quand je dis parfois, pour être gentil, hein. Moi, je parle des législatives qui n'ont jamais été. D'ailleurs, même Zaloni le dit. Elle l'a dit que les élections législatives n'ont jamais été propres. Mais parlons globalement, l'université ne vote pas. Ça n'a jamais été. Au contraire, ça a été, disons-nous, un terrain de contestation, parfois sourd, mais jamais à l'avant-garde ou bien... Non, pardon. Si on fait la différence, c'est-à-dire la différence, l'université dans les années 80, quand elle bougeait, elle avait un écho politique assez important. Absolument. Là, ça ne change rien. C'est-à-dire l'effet de masse qu'il y a dans l'université, couplé à un mouvement de fond de dépolitisation dans la société, fait que l'impact politique de l'université n'est plus le même. Et ce n'est pas les amoindrir en disant ça. On les amoindrit pas. C'est-à-dire que les préoccupations ont changé. Non, c'est pas une insulte. Il y a un mouvement on peut discuter des raisons de la dépolitisation. Il y a plein. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est une réalité. La dépolitisation est un fait. Absolument. Par rapport, c'est-à-dire, vous parlez, quand on parle de l'avenir de la grève d'abord. C'est-à-dire, moi, je considère que le gouvernement, c'est-à-dire, il n'a pas fait, officiellement, il n'a pas fermé les portes. C'est-à-dire, il dit qu'il y a eu, d'ailleurs, même une rencontre avec Hadjar, tout ça, parce qu'ils ont une double tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la santé. Il y a eu des rencontres, ça n'a pas abouti à grand-chose, c'est-à-dire les étudiants ont campé sur leur position, mais il faut rappeler un truc, c'est que l'État algérien, le gouvernement algérien a une grande expérience dans la gestion de ce genre de conflit. Il y a deux sortes. Il y a une gestion par l'usure, justement, et par le matraquage. Et je pense pas que actuellement, c'est-à-dire les étudiants de pharmacie ont les moyens d'affronter les flics. Je ne pense pas. Mais déjà, on a besoin de biochichi, c'est-à-dire c'est les blouses blanches. Donc les pharmaciens doivent se promener avec les premiers soins. Là, c'est pour rigoler, c'est pas. Attends, Khaled est diplômé en pharmacie, elle n'est pas contente. Ils vont dire que c'est le café presse des ancêtres. Voilà, d'accord. Ok. Alors, je pense, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, avant de commencer cette émission, c'est-à-dire la sagesse, c'est quoi? Quand on commence une grève, il faut savoir la finir. Il faut une sortie de secours pour ces étudiants. Ils doivent négocier, accepter ce qu'ils peuvent avoir. Sinon, le mois de mai, c'est toute la base, leur base qui va se retourner contre eux. S'ils ont une instance fédératrice. Il ne peut pas s'offrir une année blanche. Parce que depuis novembre, ils ne peuvent pas s'offrir ça. Depuis novembre, ils sont en grève. Mars,
Ils n'ont pas de relais sérieux à l'extérieur. Il nous reste une année blanche déjà, non? Il nous reste 5 minutes. Non, je pense pas. Ils sont pas assez conséquents. Mais à culpa, Saïd, vous aviez raison. Taleb Ibrahimi était ministre de l'Éducation nationale. Oui, mais à cette époque, il avait interdit une série de manifestations culturelles, et notamment berbères. Je pense que quand il était ministre de l'Éducation nationale, notamment à travers sa politique d'arabisation. En tout cas, il n'a pas fermé l'université, il pouvait pas le faire. Il nous reste 5 petites minutes. On n'a pas eu le temps de le faire au début, mais il faut simplement préciser que nous avons une consoeur à nous, journaliste Samira Mouari, qui lutte contre la mort actuellement. Elle a été victime d'un tir de sniper à Mossoul. Elle couvrait la guerre en Irak, notamment du côté de l'Hashd Sha'bi. Donc il y a eu beaucoup d'informations données sur cette journaliste, surtout les critiques qu'elle a subies pour avoir soi-disant soutenu un camp contre l'autre. Hadab, vous êtes rendu à la maison familiale pour vous enquérir un peu plus. Oui. Hier, j'étais voir sa maman après que j'ai vu les vidéos de la ministre je ne sais pas, de la culture ou de l'information. La santé irakienne qui lui a rendu visite à l'hôpital. Irakienne qui lui a rendu visite, et même aussi ce matin le Qaim bil A'mal, chargé des affaires algériennes, lui a rendu visite. Elle va mieux, tant mieux pour elle. Mais ce qui m'a révolté surtout, c'est la récupération, le début, son journal. Le journal qu'il a envoyé au début pour couvrir une activité culturelle en Irak. Et puis, elle a fait à sa tête, elle a voulu rester. Le journal, c'est non, il n'y a pas seulement ça, et il a refusé qu'elle reste, mais elle n'a pas voulu rentrer. Elle est passée, sa mère dit qu'elle a passé des moments très difficiles là-bas parce qu'elle a eu peur, parce qu'elle a reçu des menaces ici. 2 fois des policiers ont été la chercher chez sa mère, lui ont demandé qu'elle rentre le plus vite possible. Apparemment, il y a quelqu'un qui a déposé une plainte contre elle parce que ils disent qu'elle a volé du matériel à la télévision, je ne sais pas. Chourouk. Mais tout le monde le sait. Allez. Voilà. C'est Chourouk. Elle a eu peur. Sa mère achetait des devises. Elle lui a envoyé l'argent parce qu'elle ne trouvait même pas avec quoi se nourrir. Mais avant de trouver un travail avec Novosti, et malheureusement, quand elle a reçu la balle, elle était en mission pour cette agence. Hier, après la visite de l'ambassadeur de l'Irak chez sa mère, la télévision vient pour dire que c'est notre fille, c'est notre journaliste, on va la chercher, on va la soutenir. J'ai trouvé que c'est de la récupération. Malheureusement que ça se passe toujours comme ça dans la presse algérienne. Il y a des filles qui sont très courageuses, qui font du bon travail, mais elles sont laissées pour elles-mêmes. Elle était exposée au danger, mais personne ne l'a encadrée, ne lui donnait des conseils. Une journaliste courageuse, en tous les cas. Oui, Kamal. C'est une journaliste que j'ai connue lorsque j'étais directeur de l'information de la chaîne KBC, à ses débuts. Elle était très enthousiaste, elle voulait faire du travail, elle était venue justement pour faire de l'investigation. C'est une journaliste de terrain. Il y avait 2, il y en a qui ont justement quitté la chaîne, malheureusement, et après mon départ. Et c'était une journaliste qui aimait faire le terrain. Attention, maintenant, la formation des correspondants de guerre, c'est différent. Je ne sais pas si parmi vous ont été en Irak, moi j'y étais, donc je connais un petit peu le terrain. C'est très difficile et il n'y a pas de loyauté. Vous êtes journaliste si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas d'appui, si vous n'avez pas des gens de confiance, vous ne pouvez pas. Elle n'a pas choisi. Je pense pas qu'elle a choisi Al-Hashd Sha'bi parce qu'elle l'a voulu, pas pour prendre parti. Non, les gens qui l'ont attaqué sur Facebook sont, pour moi, c'est des ignorants. Ils connaissent pas le problème d'un journaliste. Voilà. C'est-à-dire que la chaîne, ce qu'a fait l'AFP lors de la guerre du Liban, personne ne peut le faire parce que ce n'est pas l'AFP. L'AFP, elle avait des journalistes du côté est et du côté ouest. Mais quand on est seul journaliste, on doit choisir le camp où on se sent le plus à l'aise, où on a les moyens mis à notre disposition, où on peut... J'imagine qu'elle ne pouvait pas du côté du Daesh. Ça paraît tellement évident. Non, c'est pas ça. Attention, il y a le Hashd, c'est une chose. L'armée irakienne, c'est une autre chose. Donc, il faudrait choisir. En tant que journaliste, vous êtes dans la partie qui vous assure le mieux
mieux. Et bien sûr, le risque est là. Ce n'est pas parce qu'elle a reçu une balle, parce qu'elle était fait le Hachd Shabi, c'était le risque du métier, du correspondant de guerre. Tout le monde n'est pas Albert Londres, mais c'est ça. Donc, il y a une formation. Moi, je présume qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Absolument. Être embêté derrière l'armée irakienne, ce n'était pas évident. Le Hachd Shabi, il y avait plus de marge pour qu'elle puisse être avec eux. On ne sait pas. Ça, c'est une interprétation. Mais quand on est sur le terrain, attention, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire, vous êtes étranger, vous n'êtes pas irakien. Donc, vous êtes en train de faire confiance à des gens qui peuvent aujourd'hui se retourner contre vous. Et c'est la fin de la première partie. Avant de se quitter, il faut dire que sa chaîne s'est désolidarisée. Attendez. Il y a travaillé pour RIA Novosti. Il y a Abd Sharif qui vous demande, de reprendre le verbe désolidariser. C'est votre défi aujourd'hui, Hadda. Il nous a solidariser, voilà. Non, Abd Sharif ne se désolidarisera jamais du CPP, malgré les épreuves. Hadda, il faut relever le défi. Alors, désolidariser. Désolidariser, voilà. Voilà, Abd, elle l'a fait. Merci à vous. On se retrouve pour la deuxième partie dans un petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique avec nos invités ce soir, Saïd Jafar, Sami Larabi, Hadda Hazzam, Ihsan Qadi, Kamal Mansari et Abd Sharif qui nous écoutent et qui n'est pas venu aujourd'hui. On le salue quand même. On voit qu'il te manque. Je pense qu'il nous manque à nous tous et même à Ihsan, pour te dire, même à Ihsan. Alors on va parler de la deuxième partie aujourd'hui. Elle concerne la relation franco-algérienne. Alors on avait dit en février dernier, il y a tout juste un an, que l'Algérie avait voté Juppé. Et aujourd'hui, peut-on dire que l'Algérie vote Macron? On parle de l'Algérie officielle, qu'on s'entende bien avec nos auditeurs. Hein. On parle du gouvernement algérien. Le gouvernement de l'Algérie, oui, Hassan Khadi. Est-ce que le gouvernement a voté Macron cette fois-ci, puisqu'il lui a réservé un accueil aussi important que celui réservé à la Juppé? C'est la question, est-ce que Macron a voté celle-là? Et certains disent, est-ce que Macron va cautionner un 5e mandat en cas d'élection à la présidence de la République française? Faut pas dire 5e mandat. Pourquoi? Parce que c'est pas légal. Ça serait le premier mandat. Le premier? Oui, après la nouvelle constitution. Oui, complètement. Ce serait le premier. Donc il peut faire deux autres mandats. Voilà. Objectivement, nous avons au CPP l'habitude nous sommes quelques-uns à le faire, à critiquer le manque de visibilité, le manque d'ambition et de grand dessein de la diplomatie algérienne. On a beaucoup parlé de cette politique de non-intervention qui bloque l'Algérie sur le terrain régional, sur le théâtre régional, le Mali, la Libye, etc. Si l'Algérie a la possibilité d'influencer l'élection française, on a vu comment les Russes, comment Poutine a joué un rôle plus ou moins grand. Enfin, on peut ne pas être d'accord sur l'ampleur, mais on sait qu'il y a quand même eu un rôle et un candidat préféré. Si l'Algérie peut faire la même chose... Ils ont payé le prix, hein. Ils ont tué le représentant du KGB. Hein. Ceci dit, le FBI a joué un rôle plus important. Oui, absolument. Si on a si on a cette possibilité donc de jouer un rôle dans l'élection française, si l'Algérie a là, ça aurait tort de ne pas le faire. Et dans le contexte d'aujourd'hui, évidemment, on pense que le gouvernement algérien penchait plutôt pour le gaulliste bontain qui était Alain Juppé, qui l'a rassuré pour diriger la droite et donc barrer la route au Front National, étant entendu que la gauche n'avait aucune chance de gagner, la gauche socialiste. Cette carte étant tombée, je pense que Alger n'était pas tout aussi chaude vis-à-vis de Fillon, parce que Fillon développait quand même un discours relativement islamophobe. Il a cédé sur ce volet-là et il n'était pas en phase avec, il n'avait pas
un penchant de rapprochement avec l'Algérie. Donc, le fait que Fillon ait reculé dans les sondages et qu'aujourd'hui Emmanuel Macron apparaisse comme une possible alternative, je pense que c'est bien qu'Alger tente de s'en emparer et qu'Alger affiche sa proximité avec ce candidat qui lui aussi a besoin d'apparaître comme un leader soutenu par des capitales étrangères et adoubé par des capitales étrangères. Je pense que l'Algérie est dans le choix de Hollande parce que Macron, apparemment, c'est le candidat de Hollande. Et je pense qu'elle est restée dans ce choix depuis longtemps déjà. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui m'étonne, c'est que est-ce que les élections françaises se décident quelque part à Alger? C'est quoi le poids de l'Algérie dans les élections françaises? À travers notre diaspora ou voilà. Et en plus de là, c'est la bonne question. En plus de ça, Macron, c'est son expérience politique ou dans la gestion des affaires publiques est très limitée. Donc c'est un petit apparatchik qui a été à la présidence. Je ne vois pas pourquoi l'Algérie s'intéresserait à quelqu'un qui est né en 77, très jeune. Bon, moi je suis pas contre la jeunesse, mais un peu comme un mensonge que non, c'est un bon ami quand il m'appelle Gingili, j'aime bien. Alors que il y a autre chose, c'est que c'est le poids de l'homme. Est-ce qu'il a derrière lui des lobbies? C'est là où l'intelligence d'une diplomatie s'étudie ou bien s'analyse sur cet aspect-là. Est-ce qu'on a cette intelligence? Quel est le poids de Macron? Qui sont derrière Macron? Nous savons pertinemment qu'en France, le poids du lobby juif, sioniste, est très important. C'est là où se jouent pratiquement les cartes. C'est là où les candidats doivent prendre ou bien chercher leurs appuis. Mais Macron, jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis étonné par son poids. Pourquoi lui? Et quelle est l'importance, quel est le poids de l'Algérie dans l'élection française? La question, c'est est-ce que l'Algérie, à mon avis, le débat, est-ce que l'Algérie a quelque chose à voir avec l'élection en France? C'est ça la question. Le seul biais serait de croire que la diaspora algérienne vote d'une manière ou d'une autre. Or, jusqu'à présent, on n'a jamais vu une diaspora algérienne organisée, encore moins organisée, encore moins votée de manière ou d'une autre. Les Algériens, les Franco-Algériens, à mon avis, votent comme tout le monde en France. Il y en a qui votent à droite, d'autres à gauche, etc. Mais attends. Mais le plus souvent ne vote pas. Absolument. Le plus souvent, ils ne votent pas. C'est ce qu'on dit le plus souvent, la diaspora ne vote pas. Est-ce que pourquoi la diaspora, Hersen n'a pas voté en faveur de Alain Juppé alors, lors des élections primaires des Républicains? C'est pas mon en 2012, c'est le staff de François Hollande. Le vote des immigrés, le vote de la diaspora a beaucoup compté pour faire gagner François Hollande. Et il faut bien en avoir conscience. Le discours de Sarkozy contre les banlieues, c'est un discours qui a fini par faire en sorte que une partie de l'électorat aille à gauche. Est-ce que l'Algérie a un intérêt? Quand Sarkozy agresse la banlieue réagit en tant que banlieue française. Ce n'est pas une directive de l'État algérien ou de l'État marocain. C'est quand même resté sur le terrain. C'est-à-dire, bon, je suis pas conseiller du régime, bien sûr. C'est-à-dire que quand on dit est-ce que l'Algérie a tout intérêt de soutenir Macron? C'est-à-dire pour soutenir un poulain, c'est-à-dire il faut d'abord, est-ce qu'il a la force? Est-ce qu'il aura les capacités d'être le futur président? C'est nouveau, ça. C'est pas, avant c'était Juppé, c'est-à-dire, en plus, c'est-à-dire, c'est connu. L'État algérien n'a jamais été d'accord avec le PS. C'est-à-dire, historiquement, après, elle a été toujours, le rapport entre le PS a été conflictuel. C'est-à-dire, notamment, la partie éradicateur. Depuis 1956. Absolument. Même après, avec le terrorisme, avec le rapport de force c'était avec Pasqua, que les choses se sont avec le DEP, parce que le PS, il a soutenu le fils. Là, c'est autre. Non, il n'a pas soutenu le fils. Il était contre l'arrêt du processus électoral. C'est différent. D'accord, ok. C'est pas pareil. C'est pas pareil. J'ai une déduction de Samir. Pardon. On laisse. Pardon. C'est-à-dire, mon idée, c'est-à-dire, c'est-à-dire, en tant qu'État, je vais le soutenir. Est-ce qu'il a une chance, Macron, d'être le président? Je ne pense pas.
Est-ce que si je peux, je ne sais pas, moi, juste pour Macron peut avoir l'appareil du Parti socialiste derrière lui si Hamon n'est plus de la partie. Il faut pas être de manière catégorique. Il peut être porté par des forces organisées. Mais le débat, à mon avis, c'est est-ce que l'Algérie a une influence ou non? Bon, moi, je pense que non. Est-ce que l'Algérie négocie des dossiers avec le futur président, que ce soit Macron ou Hamon ou Fillon? Je ne sais pas, je ne suis pas très chaude pour Fillon parce que pour moi, il ne va pas continuer. Je pense qu'il va se retirer avec tous les scandales. Un auditeur. Est-ce que l'Algérie demande des garanties d'un futur président français? C'est ça la question aussi. Un auditeur vous rejoint en disant que la communauté maghrébine peut peser sur le vote avec un choix consensuel. Bien sûr. La question qui se pose depuis tout à l'heure, est-ce que l'Algérie a un intérêt? Bien sûr que l'Algérie a un intérêt. La Russie avait un intérêt. L'Algérie a le même intérêt dans l'élection française, toute proportion gardée, qu'avait le Mexique dans l'élection américaine. C'est la même relation. Oui, à 15 années d'écart, dans 15 années, si on construit un dragon économique et industriel, ce que nous revendiquons tous les jours dans Maghreb émergent, l'Algérie dans la position du Mexique vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire que nous sommes dans une relation économique forte, très intégrée, avec un centre et une périphérie, mais la périphérie est en train de devenir une plateforme qui peut, sur certains créneaux, on voit ce qui s'est passé dans l'électronique, etc., recevoir des investissements du centre, etc. Et qu'est-ce qui se joue dans l'élection française? C'est pas lobby sioniste ou pas sioniste. Les sionistes, on peut les trouver partout. Ils étaient avec Sarkozy à droite. Ils vont aller sur une partie d'entre eux va aller sur Macron. Le problème n'est pas là. Le problème, la ligne de fracture dans l'élection française, c'est mondialiste contre souverainiste. C'est patriote de gauche ou de droite contre mondialiste. Et la question qui se pose, les patriotes de gauche, ils ont peu de chances d'arriver. Par contre, les patriotes de droite, c'est Marine Le Pen. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et l'intérêt de l'Algérie aujourd'hui, est-ce que c'est de maintenir une France ouverte avec un mondialiste qui permet de reconstruire encore cette relation, ou de laisser passer une solution souverainiste qui referme complètement la France et qui va créer le même problème que Trump est en train de créer avec le Mexique. C'est ça la question. C'est là où on s'entend pas. C'est-à-dire que l'Algérie officielle prenne langue avec monsieur Macron qui a quelque chose d'être président, je le comprends, mais dire que est-ce que l'Algérie peut empêcher ou pas, je crois pas. Elle ne peut ni empêcher ni aider. Elle n'a pas les moyens d'influencer sur le cours des élections en France. Nous sommes dans une crise et on a des fantasmes. Là, c'est comme si nous sommes dans une crise et on a des exigences. C'est pas ça. C'est-à-dire que nous n'avons jamais influencé une élection présidentielle en France. Notre poids a été... Il y a un malentendu. Il y a un malentendu. Il y a un gros malentendu. Non, est-ce qu'on a le droit d'avoir un préféré? Voilà, c'est ça la question. On parle de ça. Non, il y a autre chose. On ne parle que de ça. On ne parle que de ça. C'est réglé d'avance. On ne peut pas préférer Marine Le Pen, on ne peut pas préférer... J'ai pas l'impression, quand j'entends quand même assez, j'ai pas l'impression. On peut préférer Hamon, je n'ai préféré Hamon, mais il n'y a pas... Voilà, c'est tout. C'est la question. Et j'ai des préférences pour personne, donc on s'entend bien. Comme si c'était un droit d'ingérence. Non, je suis pas dans le droit d'ingérence. Il y a autre chose. Tu sais, là, on peut, même de loin, dire on préfère Hillary à Trump ou Trump à... On peut le dire. Le retour. Il y a toujours un retour. Il y a un retour. Moi, j'ai voulu quand même mettre à plat, c'est enlever l'idée qu'on influe. Par contre, on peut avoir des préférences. On parle de préférences. Est-ce que Emmanuel Macron serait un bon choix, selon vous, pour l'Algérie, lorsqu'on voit l'émergence de l'extrême droite, de la droite française dangereuse, comme le dit Arsène, représentée par le candidat François Fillon, au moment où on sait que la gauche n'a pas beaucoup de chance d'être retenue pour le second tour? Est-ce que ce n'est pas le moins pire des choix pour l'avenir de la relation franco-algérienne? C'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Nous avons cru que Hollande serait moins dangereux pour l'Algérie, mais dites-moi exactement ce que nous avons bénéficié de Hollande. Rien. Ah non, non, on peut pas dire ça. Ça sera toujours une question d'intérêt. Ça dépend comment tu te places. La relation entre le gouvernement algérien et français sous Hollande a été bonne. Il faut pas, elle était bonne. Emmanuel Macron. On va revenir à une chose. Lorsque Mitterrand avait été contre le processus, l'arrêt du processus électoral en 91,
4 ans plus tard, lorsque Zerouane a été élu légitimement, la France, qu'est-ce qu'elle a dit? Nous avons pris acte. C'est-à-dire, nous sommes toujours... La relation entre François Hollande et le gouvernement algérien a été bonne. Si on peut pas dire le contraire, ça c'est du factuel. Tu demandes du côté algérien, ils te disent c'était meilleur que pendant la période de Sarkozy. Il faut arrêter quand même. Là c'est du factuel. La relation, il y avait des relations suivies, Premier ministre. Depuis 2012. Depuis 2012. Mais l'Algérie, mais attention. Hollande a fait un discours. Attendez, Hollande a fait un discours devant l'Assemblée nationale quand il est venu en 2012. Et il y a aucun responsable français qui a été aussi loin dans les éléments de langage de la repentance. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Et on peut pas souhaiter revenir à un gouvernement de droite style Fillon ou Sarkozy après avoir vécu cette période-là. Ce serait un recul. Et pour reprendre, s'il vous plaît. Ils sont tous dans la même configuration. Moi, je parle d'intérêt de relations entre des États. Je ne cherche pas à savoir les personnes. Les personnes, c'est une chose. J'ai toujours, je reprends, dit sur le fait que sont les relations entre pays. Il y a eu des investissements français en Algérie. Montebourg a autorisé l'achat de Brandt qui a été retransféré en Algérie par Essaad El-Abrab. C'est vital. Il y a eu des opportunités. Renault est venu investir en Algérie. On peut supposer que dans une autre configuration, les investissements en termes, non, il s'est passé des choses. Il y a un suivi. Il y a un suivi. Pas des intérêts. Le problème, c'est l'État algérien. Si tu estimes qu'il négocie mal sa relation avec la France, il faut poser le problème comme ça. Mais sur le fond, tel que le gouvernement algérien perçoit sa relation avec la France, il perçoit qu'elle est bonne. Tu peux, toi, en tant que citoyen, estimer qu'on se fait entuber. Il faut simplement tu peux le dire. Mais tel que le gouvernement algérien le perçoit, c'est un soutien. Hollande a soutenu le gouvernement algérien et l'inverse. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut simplement préciser que Emmanuel Macron a dit hier que depuis 2012, la relation franco-algérienne avait connu un essor par rapport aux années précédentes. Il faut préciser que François Hollande est le seul président français à s'être rendu 2 fois en Algérie pendant un seul mandat. Ça ne s'est pas vu depuis longtemps. Mais il y a aussi, mais il y a une question très importante à dire aujourd'hui, c'est celle concernant la mémoire. C'est la mémoire qui a été notamment évoquée hier lors de cette visite. On a parlé, il a dit que que la colonisation était un crime contre l'humanité. Est-ce que c'est pour vous un pas en avant? Il a dit à qui? Il a dit dans une interview accordée à Cholour et au Huffington Post Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est positif ou pas? C'est très positif s'il continue quand il sera président, quand il sera élu, et dire ça, parce que on a vu Hollande dire ça à l'occasion du 17 octobre quand il était candidat, et puis il n'a plus parlé de ça par la suite. Moi, je pense que Macron va être très détesté par le pouvoir algérien s'il devient président. Pourquoi? Parce qu'il est jeune. Parce qu'il renvoie l'image du dynamisme d'une gouvernance jeune. Il pose problème. Vous vous rendez compte? Vous avez vu l'image hier devant. Il va être détesté pour sa jeunesse. Je dis pas qu'il va être détesté parce que c'est une bonne chose quand même. Comment ça, c'est une bonne chose? Non, je suis en train de faire le parallèle. Sarkozy était jeune, ils sont accommodés. Moi, sur les histoires de repentance, je suis toujours d'accord avec monsieur Mahri Allah yarhamou. Pour lui, il disait, on n'a pas besoin de repentance, nous avons gagné la bataille de l'indépendance, nous avons arraché notre indépendance, et on n'a pas besoin de pardon. C'est réglé, c'est une histoire qui est réglée. La France a un problème avec sa propre histoire, mais pas avec nous. Pour nous avons gagné, l'histoire a tranché, c'est réglé. On n'a pas besoin de repentance. Et c'est quelqu'un, ce débat sur la repentance qui revient à chaque fois du côté algérien est biaisé. Il n'apporte rien. Non, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est plus celui sur le révisionnisme. Voilà, c'est sur les bienfaits de la colonisation. Sur les bienfaits de la colonisation. Qui dit que, le débat. Non, ça nous agresse. Ça peut pas être un débat entre Français, ça nous agresse. Qu'il t'a accordé, il a dit 2 choses. Il a dit. À qui il a accordé? Il a parlé. Il y a eu de la barbarie, il a parlé de civilisation. Donc il a dit que le colonialisme a été barbare d'un côté et civilisationnel de l'autre. Donc il y a 2 aspects. Donc il a parlé de 2 choses. Donc oui, donc ce qui a attiré mon attention. Des fondamentaux français. Absolument. Donc ce qui était intéressant de l'entendre dire que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Bien évidemment, mais c'est le crime de chez crime. C'est la matrice de tous les crimes. Revenir à parler de crimes contre l'humanité, c'est aller à le procès de 46, donc
Nuremberg. Donc on rentre donc l'Algérie, le cas algérien rentre dans le processus de Nuremberg, et ça c'est un point important. Mais en même temps, pour revenir sur cette histoire d'excuses, de repentance, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'aucun Algérien digne de ce nom n'accepterait les excuses de la France. Moi, classe 130 ans, vous savez. C'est hors sujet. C'est une affaire d'historien. Oui. Quand on dit que le colonialisme, quand je dis le colonialisme est le crime de chez crime, vous savez, quand le crime de masse, le génocide, vous éliminez une population, c'est fini, on n'en parle plus, ils sont morts. Mais soumettre un peuple pendant 130 ans à l'esclavagisme, à la privation, à l'asservissement et au primat de l'humiliation, c'est un crime qu'on ne peut pas pardonner. Et ce sera le mot de la fin. Un auditeur demande au réalisateur de moduler les cris de Qadi Hassen parce que parfois ça devient, selon lui, insupportable. Mégaphone. Et pour revenir sur Chirac, c'était 2 visites en 2 mandats. Moi, je précisais 2 visites en un seul mandat pour François Hollande. Merci à nos invités, Saïd Jafar, Sami Larabi, merci Hadda Hazza, merci Qadi Kamal Mansari. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les podcasts du CPP sur radio-du6m.net. À mercredi prochain. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.